Ça y est, on a enfin retrouvé notre championnat préféré, notre bonne vieille Ligue 1. Et quoi de mieux qu'un fantastique Nice-Paris Saint-Germain pour reprendre le fil de notre saison. Donc on va essayer de voir à travers ce petit débriefing les faits de match majeurs, les faits les plus intéressants de ce Nice-Paris Saint-Germain et après on fera un petit top et flop pour conclure la vidéo. Donc ce qui concerne le déroulement du match, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu vraiment deux physionomies, la physionomie de la première mi-temps et la physionomie de la deuxième mi-temps. Donc on va essayer de voir quels sont les principaux enseignements de ces deux mi-temps. Et en ce qui concerne la première, ce qui a été flagrant, c'est qu'on n'a pas su, on n'a pas vu quel était vraiment le plan de Nice et du coup ils ont très vite pris l'eau face au Paris Saint-Germain parce qu'il y a plusieurs options face au Paris Saint-Germain. Soit tu prends la décision de presser haut et d'essayer de gêner la relance adverse, c'est une première option. Soit tu peux aussi faire l'option d'avoir un bloc bas, un bloc qui essaye de quadriller au maximum les espaces pour laisser très peu d'opportunités et de mouvements à l'équipe adverse, au Paris Saint-Germain. Et on a eu l'impression que Nice n'a pas choisi l'une des deux options, n'a choisi aucune option et on s'est retrouvé sur des phases où on avait Lesmelou et Dolberg qui étaient très hauts et qui essayaient timidement de gêner la relance parisienne, sauf que les deux attaquants niçois, ils n'ont jamais été accompagnés par le milieu ou par la défense. Donc c'est-à-dire qu'on avait quand même un énorme espace entre chaque ligne niçoise et ça a facilité énormément le travail du Paris Saint-Germain parce que sur des phases de relance, le Paris Saint-Germain se retrouvait dans des situations de 5 voire 6 si on compte Navas à la relance. Donc Dolberg et Lesmelou étaient vite effacés. Et après, ça aspirait l'équipe niçoise qui se laissait complètement guider par le ballon au lieu de garder leur zone, de garder les joueurs parisiens. Donc c'est devenu très facile pour le Paris Saint-Germain de casser des lignes, de trouver des espaces. Parce que une fois que les deux attaquants niçois sont effacés, ça pousse le milieu niçois à avancer pour essayer de gêner quand même la relance. Et à partir du moment où le milieu niçois essaye d'avancer sur le terrain et de compenser l'élimination des deux attaquants niçois, Herrera et Sarabia, eux, se sont régalés dans les espaces entre les lignes et ils ont été trouvés très facilement. Pareil, quand Di Maria ou Icardi ou Choupo-Moting décrochaient, ils se retrouvaient à chaque fois dans des positions très préférentielles, toujours face au jeu, parce que les Niçois étaient complètement perdus au niveau du placement. Ils se sont à chaque fois laissés aspirer par le ballon. Et on a vu à de nombreuses reprises en première mi-temps des situations où un Sarabia ou un Herrera faisait un appel puis un contre-appel et le joueur qui était censé le suivre se retrouvait vite à la rue sur l'appel contre-appel et après il y avait des espaces énormes entre les lignes avec des joueurs qui se retrouvent face au jeu très facilement et la meilleure illustration c'est le but de Di Maria, le premier but de Di Maria où on a Icardi qui décroche au cœur du jeu, Dante essaye de le suivre mais il est déjà en retard à la base donc il laisse l'espace nécessaire à Icardi de faire sa remise. Et comme Di Maria, lui, il a déjà anticipé la remise, il a déjà un temps d'avance sur son adversaire direct et il se retrouve dans une situation de 1 contre 1. Donc vraiment, l'enseignement majeur en première mi-temps, c'est l'absence de plan, l'absence d'organisation cohérente de Nice qui laisse d'énormes espaces à Paris, qui laisse beaucoup de liberté. Et on le sait, même si Herrera et Sarabia sont des joueurs qui, à l'échelle de la Ligue 1, sont de bons joueurs, sont des joueurs qui ont des capacités techniques, ça reste des joueurs qui, sous pression, de haut jeu, vont avoir des difficultés. Et l'enseignement majeur sur la première mi-temps, c'est qu'à aucun moment, même Paredes, à aucun moment l'un des trois milieux du Paris Saint-Germain n'a été mis en difficulté. Et à chaque fois, il se retrouvait très facilement face au jeu. Donc ça a guidé le jeu parisien. Ça a permis au PSG de faire toutes ces différences et de mener tranquillement au score. Sachant en plus que l'absence d'Atal en termes d'utilisation du ballon, ça a posé beaucoup de problèmes parce que l'utilisation d'Atal, l'absence d'Atal, ça avait deux options. Soit la première option, ça permet à tous les autres joueurs niçois de gagner des responsabilités, d'avoir un jeu moins dépendant d'une seule individualité et du coup d'avoir un jeu plus cohérent d'une certaine manière. Soit on se rend compte que toutes les différences, toute l'animation, elle dépend d'Atal et c'est malheureusement ce qui est arrivé en première mi-temps où on a vu groupe niçois, une équipe niçoise incapable de sortir un ballon, incapable de relancer proprement et pourtant il y avait des opportunités parce que avec Herrera, Sarabia et Paredes qui à chaque fois sur des phases défensives resserré sur le porteur du ballon, il y avait des espaces à prendre dans le dos. Nice a réussi à le faire qu'une fois, c'était dans les 5 premières minutes.
Et pourtant, il y avait vraiment des opportunités à ce niveau-là parce que quand les trois resserraient, il y avait des espaces à prendre dans le dos, à bénéficier pour relancer. Mais ça, Nice n'a jamais été capable de le faire en première mi-temps. Donc ça, c'est l'enseignement principal de la première mi-temps, c'est l'absence de plan de Nice qui a permis au Paris Saint-Germain de jouer dans un fauteuil et de savoir faire ce qu'il fait le mieux, jouer en transition avec des joueurs qui se retrouvent face au jeu. Et ça, c'était très facile et ça a permis à un joueur comme Di Maria de mettre les deux buts. Et là, ce qui est intéressant, c'est la deuxième mi-temps. On ne sait pas pourquoi, Tourelle décide de faire des changements, décide de changer de système et le Paris Saint-Germain abandonne complètement le fil du match, abandonne complètement le ballon à Nice. Et Nice, même si c'était pas beaucoup mieux qu'en première mi-temps, gagne en confiance et c'est récompensé par le but de Ganago. Et là, à 2-1, évidemment, le momentum, il est complètement différent, le cours du jeu, il est complètement différent. Et on s'imagine déjà assister à une fin de match très compliquée pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est déjà arrivé par le passé. C'est quand même, ils sont coutumiers du fait, mais le match est de suite arrêté très rapidement par l'entrée en jeu du génie français, François Le Texier. Et cette transition sur François Le Texier, ça va me permettre de passer maintenant au top et au flop de ce match. Donc comme vous l'avez deviné, au niveau des flops, j'ai pas vraiment d'individualité en termes de joueurs à ressortir parce que côté niçois, pour moi, ça a surtout été une débâcle collective sur la première mi-temps et après même du côté parisien, j'ai pas vraiment de grande individualité à sortir en flop, mais les flops pour moi, c'est tout simplement les deux hommes qui étaient sur le banc, d'un côté Patrick Vieira et de l'autre Tourelle, parce que Patrick Vieira, on n'a pas vu quel était le plan de Nice sur ce match-là, on n'a pas vu comment il voulait aborder ce match-là, on n'a pas su tirer d'enseignement à ce niveau-là, et même de façon plus globale, depuis l'arrivée des dernières recrues, on a l'impression que Nice a plus de mal à mettre en place un jeu, comme quoi des fois quand on a des qualités individuelles plus importantes, c'est plus difficile de trouver la bonne formule qu'avec des joueurs qui sont peut-être moins doués, mais qui seront du coup plus besogneux, à qui c'est plus facile de mettre un cadre, alors qu'avec des joueurs talentueux, il faut trouver le bon équilibre entre liberté et rôle, et ça, on se rend compte que c'est peut-être aussi un peu plus compliqué pour Patrick Vieira à l'heure actuelle. Et Tourelle qui, par ses changements dont on n'a pas compris vraiment le sens, a déséquilibré son équipe et a abandonné le cours du match, l'issue du match, au Niçois, enfin du moins la deuxième mi-temps. Et les tops, bien évidemment Di Maria, parce qu'il est acteur majeur sur les trois premiers buts du Paris Saint-Germain, deux buts dont un but magnifique, le deuxième, et un gros travail sur le but de Kylian Mbappé, donc évidemment en top Di Maria, mais le vrai top du match c'est évidemment François Le Texier, qui a encore donné une belle image de l'arbitrage français, à savoir un arbitrage très psychologique, très intelligent et surtout cette volonté de ne pas se mettre en avant qu'on aime bien chez les arbitres français. Alors, j'ai pas la prétention de dire ou de savoir ce qu'a dit Cyprien, mais pour moi, à un moment donné, quand tu es dans ce match-là, quand tu as un joueur qui après 80 minutes prend un coup, le geste d'humeur, il est logique. Et ce qu'on voit sur les images, c'est que ça semble pas très agressif, pas très véhément, parce que si ça avait été le cas, il aurait sûrement mis un rouge direct à Cyprien. Donc la première des choses, c'est essayer de comprendre. Quand un joueur a 80 minutes dans les jambes qui prend un coup, forcément il y a un geste d'humeur. N'importe quelle personne qui a joué au foot dans un moment de sa vie, il a eu un geste d'humeur dans la même situation. C'est humain, c'est normal, on le voit sur tous les terrains, on le voit sur tous les matchs et c'est logique. Et donc si on en vient à mettre un carton jaune à chaque personne qui a un geste d'humeur après avoir pris un coup, on va pas s'en sortir et on va finir avec des matchs à 15 cartons jaunes. Donc ça, pour moi, c'est très problématique. C'est cette absence de psychologie, cette absence de réflexion et cette absence de se dire ah, d'accord, sa réaction à Willian Cyprien, elle est logique et ça vaut peut-être pas le coup de lui mettre un deuxième jaune qui va l'exclure du match, sachant qu'il en a déjà un. Donc là, c'est vraiment une nouvelle fois un manque de psychologie qu'on retrouve souvent chez les arbitres et on se demande si les arbitres dans ces matchs-là, ils n'ont pas la nécessité, le besoin de se mettre en avant en prenant des décisions qui n'ont pas à être prises. Et après, on voit le carton rouge d'Erel dans la foulée. Alors, évidemment, le geste d'Erel, il est idiot, il est débile, mais est-ce que ça vaut vraiment, là encore, le coup de mettre un carton rouge? Est-ce que c'est vraiment un geste qui mérite le carton rouge? Pour moi, non. Alors après, je sais qu'il y en a pour qui le carton rouge est logique, mais pour moi, c'est pas le cas. Là encore, c'est une situation banale qu'on retrouve à quasiment tous les matchs. C'est un geste qui est pas violent. Faut pas non plus extrapoler, même si Paredes fait 3 roulades derrière, c'est pas un geste violent. Et là encore, si on fait jurisprudence sur ce genre de situation-là, on va finir des matchs à 9, à 10 tous les week-ends et à chaque fois. Donc
Très déçu une nouvelle fois de l'arbitrage. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de taper sur l'arbitrage, loin de là. Mais je critiquerai jamais un arbitre sur une décision, sur une erreur individuelle. Là, ce que je critique, c'est le comportement, c'est le manque de réflexion, c'est le manque de psychologie. Et c'est pour ça que on a aussi beaucoup de critiques sur la VAR. On lit beaucoup de critiques sur la VAR parce que le problème, au final, selon moi, et c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, c'est pas la VAR le problème, mais c'est les personnes qui l'utilisent et c'est la réflexion des personnes par rapport à l'utilisation de la VAR qui pose problème. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon rapide de cette reprise de Ligue 1 et de ce Nice-Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à dire dans les commentaires pour vous quels sont les tops, quels sont les flops. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé des 2 cartons rouges, de l'attitude de Le Texier? Est-ce que je suis le seul à penser que sur ce match-là, dans ce contexte-là, il a fait preuve de manque de psychologie ou alors j'affabule? N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.